Les changements démographiques récents en France ont eu tendance à renforcer les concentrations de population dans et autour des grandes villes, et également vers les littoraux atlantiques et méditerranéens, et a résulté en une augmentation beaucoup plus lente, pour parfois une baisse de la population dans les régions rurales. En France, on peut mettre en évidence une bande de territoire qui s'étale du sud-ouest au nord-est du pays. Cette partie du territoire est souvent appelée diagonale du vide, un terme dont le caractère peut-être un peu excessif suscite un certain débat, visiblement d'assez basse intensité chez les démographes. Quelles que soient les divergences terminologiques, néanmoins, les statistiques sont claires. La diagonale n'est pas vraiment vide, mais lentement elle se vide. Mon invité dans cet épisode, Sébastien Oliveau, discute en détail d'un certain nombre de questions qu'on peut se poser autour de ce phénomène. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois Sébastien Oliveau. Alors Sébastien, bienvenue sur Liberté Académique. Bonsoir. Oui, vous êtes maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, si je dis pas de bêtises, et vous dirigez le très grand institut de recherche Projet d'eau. Je sais pas exactement comment il faut prononcer. C'est une très grande infrastructure de recherche. C'est une infrastructure très de recherche. Grand institut, pardon. Ah, infrastructure, oui. J'ai mal recopié. En plus, je l'ai vu, mais... Il n'y a pas de souci. Et projet d'eau, production et gestion des données. On est là pour essayer de développer la culture des données, justement, dans le champ des sciences sociales en France. D'accord. Ça me donne l'idée d'une question ultérieure qu'il faudra que je pense à vous poser. Alors, vous avez reçu votre doctorat en 2004 et le titre de votre thèse, c'était « Modernisation villageoise et distance à la ville en Inde du Sud ». Oui. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, alors on peut citer encore quelque chose qui a trait à l'Inde, puisque c'est Peri-Urbanization in Tamil Nadu, qui a été publié en 2005. Alors aujourd'hui, on va pas du tout parler d'Inde, mais on va parler plutôt de la France, enfin carrément de la France même, puisque le sujet de notre conversation, qui sera plutôt... qui relèvera de la démographie géographique, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui. Donc nous allons traiter de la fameuse diagonale du vide, qui est un terme qui est relativement connu, même s'il est loin de saturer l'espace public quand même. On peut citer à ce titre le roman de Pierre Péju, qui était paru en 2009, qui porte exactement ce titre-là, La diagonale du vide. Il y avait un récit de voyage aussi qui avait été publié comme livre de Mathieu Mouillet, qui portait encore le même titre. Puis il y a des chansons, même des chansons françaises. Donc c'est un terme qui est relativement connu, que vous contestez dans une certaine mesure sans complètement le rejeter. Enfin, vous aurez l'occasion de clarifier la position qui est la vôtre. En tout cas, c'est une notion que moi j'avais découverte dans un manuel de géographie de collège. De mémoire, c'était en 4e, mais je peux me tromper. Et alors j'avais vu donc cette carte de la France avec cette bande de territoire qui s'étale du sud-ouest au nord-est du pays, qui avait attiré mon attention. Alors on l'avait pas du tout abordée en cours, donc elle était juste là dans mon bouquin, je l'avais vue comme ça. Mais effectivement, le caractère, disons presque littéraire, presque fascinant de ce terme m'avait marqué. Et donc peut-être qu'on peut simplement commencer par définir ce qui est entendu au moins habituellement. C'est peut-être un peu naïf, le sens et la portée qu'on donne habituellement à ce terme-là. Mais voilà, le sens, disons, standard de ce terme de diagonale du vide. Oui, alors... Moi, personnellement, je fais partie des auteurs qui remettent pas forcément en cause le terme. Ce qui me démarque en partie d'autres gens qui se sont intéressés à la question. Tout en rappelant que c'est un terme, à mon sens, très médiatique, qui exprime très fortement une idée. Donc, moi, je trouve toujours ça intéressant d'avoir des termes comme ça qui mettent des mots forts sur des phénomènes. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir justement sur ce que ça veut dire vide et sur ce que ça sous-entend. On va commencer par la définir. C'est une diagonale où on trouve des densités beaucoup plus faibles que dans le reste du pays. Et c'est une diagonale dans le sens où, en gros, ça part du nord-est de la France et ça vient finir dans le sud-ouest de façon quasi continue. Donc
c'est une diagonale, il n'y a pas de doute. La vraie question, c'est de savoir si elle est vide ou pas. Et là-dessus, les avis sont partagés. On a eu des ouvrages, donc ça date, le débat, il date des années 70-80, à une époque où les géographes étaient très engagés dans l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire français faisait aussi beaucoup appel aux géographes. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours engagé dans l'aménagement du territoire, mais malheureusement, les institutions font beaucoup moins appel aux géographes aujourd'hui. C'était la grande époque de la data, notamment. À cette époque s'opposent en gros des gens qui considèrent qu'on a une France du vide et d'autres géographes qui rappellent que utiliser les termes de vide ou de désert, qui sont aussi des termes qu'on a trouvés, était péjoratif et calquait sur ces territoires une image qui n'était pas forcément l'image réelle de ces territoires qui ont malgré tout une vie, des habitants et des dynamiques qui leur sont propres. Donc voilà, on est dans ce débat-là. Et le débat à l'époque, il tourne très vite sur l'économie, notamment, et sur la question de savoir si ces territoires sont productifs ou pas. Et la question du vide, elle donne l'idée justement de l'absence de productivité économique, là où les opposants des gens comme Nicole Mathieu, par exemple, insistent avant tout sur les dynamiques locales qui créent des formes économiques aussi sur place et qui rappellent que passe des choses dans ces territoires. Donc, moi, quand je suis beaucoup plus jeune, les années 70, c'est les années de ma naissance, quand on s'intéresse à la question, il y a quelques années, avec mon collègue Johan Doignon, on se dit que finalement le sujet a été complètement abandonné, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, on ne trouve plus grand-chose sur la question, et alors les années 2000, en fait, on assiste à la disparition progressive des questions de population dans la géographie française, ou du moins des questions de population générale, c'est-à-dire l'étude de la population de la France en général est un champ qui est beaucoup moins couvert aujourd'hui. Voilà. Et donc nous, on s'est intéressé à ce sujet-là de façon fortuite. C'est-à-dire que Johan Doignon regardait les statistiques françaises et puis me dit un jour, c'est quand même fou, il y a des départements qui se dépeuplent encore aujourd'hui. Et moi, je m'étais jamais posé la question plus que ça. Et je me dis, bon, ça m'étonnerait quand même, on en entendrait un peu plus parler si on avait encore des départements qui se dépeuplaient en France. Et puis là, il me montre les chiffres de l'INSEE et je peux reconnaître que oui, on a des départements qui se dépeuplent et ça m'a choqué parce que je me suis dit, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, alors que l'information est facilement accessible, les statistiques sont facilement accessibles, on a toujours des phénomènes de dépeuplement et personne n'en parle. Il y a un espèce d'angle mort sur ces territoires, c'est-à-dire que la géographie s'est pas mal refocalisée sur l'espace des villes. Et éventuellement d'ailleurs sur la dépopulation d'un certain nombre de villes, ou du moins de centres-villes, et pas du tout sur ces espaces. Et le débat était peu enterré. On a toujours d'ailleurs des géographes ruralistes qui s'intéressent à ces territoires sous l'angle des innovations qu'on peut y trouver, mais qui n'abordent pas cette question du peuplement, ou alors de manière elliptique, voire à contre-courant, en nous rappelant que finalement les campagnes françaises se replient. Ça m'a semblé intéressant de creuser cette voie et de reprendre les données pour partir, pour regarder déjà s'il y avait des régions qui continuaient de se dépeupler. Je me suis dit, s'il y a des départements, il y a peut-être des régions. Or, il se trouve que quand on a regardé les données la première fois, Champagne-Ardenne, la région perdait encore des habitants. Là, je me suis dit, quand même, toute une région, plusieurs départements, ça commence à faire beaucoup. Et puis, on s'est dit, allons-y gaiement, descendons dans les niveaux administratifs. Qu'est-ce qui se passe au niveau des cantons? Qu'est-ce qui se passe au niveau des communes? Et c'est ça qui a motivé notre article. C'est-à-dire, avant de se placer dans le débat pour ou contre la diagonale du vide, allons voir déjà ce qui se passe localement au niveau des dynamiques de population. On a été assez surpris de l'ampleur du phénomène, finalement, de dépeuplement.
Et c'est l'objet de cet article publié dans la revue Cybergéo en 2016, qui fait juste la présentation. C'est un article qu'on a voulu très factuel au début, même si on a été finalement rediscuter un petit peu le terme. C'est aussi l'enjeu, c'est-à-dire se demander d'où ça vient cette diagonale du vide et comment c'est vécu. Mais notre premier objet, il était d'abord très descriptif. Ça, c'est un premier point. Et moi, on a eu un débat entre Yoann Doignon et moi de savoir justement si on devait prendre position ou pas par rapport à ça. D'où l'introduction qui remet en perspective ce terme, où on a essayé d'adopter une position un petit peu neutre. Moi, j'assume totalement ce terme de diagonale du vide. Yoann Doignon pense que c'est pas forcément nécessaire et que le terme de diagonale des faibles densités, lui convient très bien. Voilà. Alors c'est aussi, je pense, alors c'est des questions de personnalité, mais c'est aussi des questions d'implication. Moi, j'aime pas trop les euphémisations. Et pour moi, diagonale des faibles densités, c'est une manière de nier ce qui s'y passe. Et je pense pas que ce soit rendre service à ces territoires que de nier leur dynamique de population. Voilà. Juste avant de poursuivre, je vais juste citer les départements qui ont connu, donc ça c'est expliqué dans votre article, les départements qui ont connu une baisse régulière de leur population depuis 1968. C'est une baisse monotone, quoi, comme on dirait en mathématiques, quoi. Il n'y a pas de remontée. Enfin, en tout cas, si on prend des intervalles de temps, je sais pas, entre 5 et 10 ans, en gros, quoi, à chaque fin. Alors, vous expliquez que ces 6 départements constituent en quelque sorte le squelette de la diagonale du vide. Donc, il s'agit de la Creuse, de la Haute-Marne, le Cantal, l'Allier, la Nièvre et les Ardennes. Oui. Donc, c'est des départements qui connaissent une baisse régulière de la population. Et alors, justement, on voit que là, il y a deux... comment dire, enfin, il y a deux réalités, alors qui évidemment sont liées l'une avec l'autre, mais c'est-à-dire que il est question de diagonale du vide ou des faibles densités, donc là c'est vraiment une question de densité de population, et il est aussi question de variation de ça sur le temps. On pourrait penser, a priori, ce serait peut-être un peu naïf, mais qu'il est possible au moins que il y a des régions de forte densité qui voient leur population baisser à travers le temps, mais il se trouve que c'est pas vraiment le cas, quoi. Oui. Oui, ça c'est une des caractéristiques, c'est que alors on avait en fait au 19e siècle une population beaucoup plus également répartie sur le territoire français. Et ce qui s'est passé donc au 19e et au 20e siècle, c'est on va dire une concentration des populations vers les villes. C'est notamment ce qu'on a appelé l'exode rural, puisqu'en France, ça s'est marqué par le vide des campagnes. Là, on a eu des migrations massives au 19e et au 20e siècle, des campagnes vers les villes, et notamment vers les plus grandes villes, qui s'est enchaînée sur la fin du 20e siècle par une métropolisation accrue, c'est-à-dire encore des migrations, mais vers les plus grandes villes, vers le haut de la hiérarchie urbaine, au détriment des campagnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on date généralement la fin de ces périodes de décroissance vers les années 70, entre 68 et 75. Et nous, ce qui nous a intéressé, justement, on avait l'opportunité de reprendre les données de population à partir de 68. L'INSEE met à disposition ces données assez facilement. Normalement, on démarre d'une période où la population, on va dire, était dans un certain nombre d'endroits au plus bas, et puis remonte dans un grand nombre d'endroits entre 68 et aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en prenant ce démarrage en 68, donc dans une période où normalement la décroissance avait arrivé au plus bas, ben en fait, on a des territoires qui continuent de baisser. Donc ça, c'est inquiétant parce que si quand vous êtes au plus bas, vous continuez de baisser, ben, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas encore atteint le fond.
Et puis un certain nombre de communes aussi qui éventuellement peuvent regagner de la population, mais ne pas en gagner suffisamment pour retrouver le niveau qu'elle avait en 68. Autrement dit, vous pouvez gagner de la population, mais si ça ne suffit pas, quand vous gagnez de la population, à reprendre ce que vous avez perdu par rapport à la date d'origine, ça pose quand même question. Et ça, c'est surtout dans un pays comme la France qui, depuis 68, gagne régulièrement de la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème au niveau national, ni de solde naturel, c'est-à-dire qu'on a une fécondité, enfin, exactement, on a des naissances qui sont supérieures aux décès chaque année, donc la population gagne naturellement en France. Et puis par ailleurs, on a aussi un apport de personnes vivant à l'extérieur des frontières supérieur à celui des gens vivant à l'intérieur des frontières qui sortent du pays. Donc on a en France, de façon continue, un gain de population à la fois pour par des causes naturelles et par des causes migratoires. Sauf que ces gens qui naissent et qui arrivent sur le territoire n'arrivent pas en fait n'importe où, ils ne naissent pas n'importe où. Et ça, c'est un élément très important à prendre en compte, c'est-à-dire que dans cette diagonale où on avait au départ des faibles densités, la population continue de diminuer, et elle continue de diminuer, notamment parce que une partie des gens s'en vont, donc on a des soldes migratoires locaux qui sont négatifs, mais aussi parce qu'on a un nombre de décès supérieur au nombre de naissances, tout simplement parce que globalement, c'est les jeunes actifs qui vont partir, et laisser sur place des personnes plus âgées qui, par définition, ne font plus d'enfants et par contre ont des tendances à décéder évidentes. Donc voilà, donc on est dans ce phénomène et qui, vu de l'extérieur comme ça rapidement, peut sembler assez tragique parce que si votre population continue de baisser, que vous n'avez pas de nouveaux arrivants et que la frange de population qui pourrait éventuellement participer au recrutement naturel s'en va, le trajet, enfin la trajectoire, elle est toute tracée, c'est-à-dire que ça va continuer de baisser. Et ça, c'était, pour nous, c'est un point assez important, c'est-à-dire que la démographie montre des tendances lourdes, c'est-à-dire qu'on est rarement surpris par ce qui va se passer 10 ans après. Ça peut arriver, mais globalement, on sait assez facilement à 10 ou 20 ans ce qui va se passer. Et la dynamique de ces espaces, elle était assez prévisible. C'est-à-dire que même pour les remontées qui ont eu lieu, parce qu'il faut quand même dire que le début des années 2000, en gros les années 2000-2010 ont connu en partie des reprises. Quand on s'est penché sur la question, on s'est dit oui, mais il y a de fortes chances que ça retombe dans la décennie suivante, tout simplement parce que si les nouvelles personnes qui arrivent sur ces territoires sont des personnes âgées, elles ne vont pas relancer la dynamique naturelle, voire elles vont décéder sur place, et puis éventuellement, elles ne vont pas participer à une vraie reprise démographique de ces territoires. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors il y a eu un petit flottement au tournant des années 2010-2015, où un certain nombre de géographes ruralistes, justement, ont dit, regardez, les campagnes se repeuplent, on a une reprise de la démographie, c'est merveilleux. Et nous, on avait quand même un petit doute, et nos dernières explorations sur les données 2013-2014 montrent qu'en fait, il y a effectivement eu un petit redémarrage à la fin de la décennie, mais qui s'est effondré tout de suite. C'est-à-dire que ce renouveau des campagnes, comme certains l'ont appelé, n'a pas pris. Et puis, en plus, concerne un certain nombre de campagnes seulement. Ça, ce sera aussi un point qu'il faudra évoquer. Évidemment, la diagonale du vide, c'est pas une diagonale complètement homogène. On a aussi des villes à l'intérieur de cette diagonale qui résistent, moins des ensembles urbains qui résistent, notamment après à plus grande échelle de temps, le développement de Toulouse et de sa région ont cassé le bas de la pyramide, on va dire. Ça, par exemple, c'est très très net dans les études entre 68 et aujourd'hui. Ok. Ouais, donc justement, dans une vision géographique que vous venez d'évoquer,
Oui, il y a une carte dans votre article qui met bien en évidence le fait qu'il y ait 3 grandes régions qui ont attiré de la population. Enfin, c'est pas seulement des migrations, mais globalement, il y a qui ont connu une grosse augmentation de leur densité de population. Évidemment, il y a la région parisienne. Il y a en gros un sud-est assez étendu qui comprend le littoral méditerranéen, je pense une bonne partie de la vallée du Rhône, et même la région toulousaine que vous venez d'évoquer. Donc ça, je pense que ça surprendra assez peu de monde. Ce qui m'a un peu plus surpris, c'est la croissance de la population dans le littoral, enfin, sur le littoral atlantique. J'ai vu que des départements, sur la carte, ça ressemblait peut-être à la Vendée, la Charente-Maritime, les Landes, ces endroits-là. J'étais surpris de voir qu'il y avait une grosse augmentation de la population. Une autre manière de voir à l'opposé de la diagonale du vide, c'est de regarder effectivement les dynamiques de peuplement, on va dire, au-delà de la moyenne. C'est finalement ça qui est intéressant. Et donc les zones où la population augmente le plus fortement, pour des raisons naturelles et migratoires, selon généralement les deux couplés ensemble. Donc typiquement dans les espaces que vous avez remarqués, il y a effectivement la région parisienne avec le centre qui a tendance à se dépeupler depuis les années 68, une première couronne qui, elle, ne grossit plus aussi vite qu'elle grossissait auparavant, et puis un périurbain qui lui est dynamique, voire un périurbain qui commence à être très éloigné, qui est très dynamique. Et on a là donc un repeuplement de ces campagnes, mais dont il faut bien voir que les habitants sont des habitants qui continuent de travailler en ville, qui navettent et qui sont en fait, des urbains à la campagne et non pas des ruraux qui viennent pour redynamiser ces espaces. Autrement dit, on est plus dans l'extension de la ville que dans la reprise des espaces ruraux. Ça, c'est un élément important. Sur le sud-est, on a un espace qui semble relativement continu. À mon sens, on a plutôt un pourtour méditerranéen sur lequel je vais revenir, et puis de l'autre côté, la vallée du Rhône jusqu'à Lyon, et puis qui part après vers la Suisse. Donc la partie est de la région Rhône-Alpes, relativement dynamique pour d'autres motifs. On est dans la dynamique économique, etc. Le littoral méditerranéen, il est intéressant parce qu'il se caractérise à la fois par un afflux massif de population, alors souvent âgées, donc beaucoup de migrations de retraite, des gens qui viennent sur la côte profiter du climat et des paysages, mais pas que. Ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une migration de gens qui viennent pour la retraite, on a aussi des actifs, alors des migrations d'actifs, mais aussi des actifs sur place qui continuent d'avoir une fécondité importante, ce qui fait qu'on a effectivement une dynamique démographique importante. Alors, le littoral atlantique qui vous étonnait plus, c'est en fait la même dynamique que le littoral méditerranéen, mais on va dire avec 20-30 ans de décalage. C'est-à-dire que c'est c'est une nouvelle phase à l'échelle nationale, mais on est dans les mêmes types de migrations de personnes qui viennent profiter de leur retraite, mais qui choisissent le littoral atlantique. Alors, je ne sais pas s'il y a des études très poussé, mais c'est relativement clair, c'est-à-dire que le pourtour méditerranéen est quand même très saturé, il est devenu très cher, donc les opportunités sur le littoral atlantique sont quand même beaucoup plus intéressantes. Le prix du mètre carré, tout simplement, est quand même beaucoup moins cher sur le littoral atlantique que sur le littoral méditerranéen, avec un cadre de vie qui finalement est en partie moins urbanisé, et qui s'avère présenter un climat qui est quand même aussi très agréable. Vous avez évoqué notamment la Vendée. Bon,
les jours de gel en Vendée sont quand même très rares. Donc, on a des hivers qui sont très doux. On est sur le littoral atlantique, donc on a des hivers très doux. Et on a des étés qui sont finalement largement ensoleillés et peut-être un petit peu moins chauds que sur le pourtour méditerranéen. Et puis surtout, qui ne sont pas envahis de touristes comme l'est la Méditerranée l'été. Donc c'est une autre forme d'agrément, mais évidemment ça attire depuis une vingtaine d'années les générations qui partent en retraite, et toutes ces générations du baby boom qui partent en retraite depuis un peu plus de 10 ans se sont orientées. Alors elles n'ont pas abandonné le littoral méditerranéen, hein, il y a toujours une grosse dynamique, mais elles se sont aussi réparties vers le littoral atlantique. D'accord. Et pour le coup, on a aussi des actifs qui viennent dans ces régions-là, hein, des gens qui quittent la région parisienne, qui globalement quittent le nord de la France pour des questions de qualité de vie. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là, par contre, sur les entretiens qui peuvent être faits avec les gens qui ont bougé. Hein. On vient chercher une meilleure qualité de vie, et par contre, c'est évident qu'on vient la chercher sur les littoraux et qu'on ne vient pas la chercher dans le centre de la France. C'est-à-dire que oui, l'immobilier n'est pas cher dans la Creuse, mais c'est pas pour ça qu'on va aller dans la Creuse. Alors pour des raisons aussi très pragmatiques, hein, on est capable sur la carte, par exemple des cantons français, pratiquement de voir les tracés des principales autoroutes et des principales lignes TGV. Hein. Il y a des effets, des infrastructures de mobilité en France qui sont très très forts sur la dynamique des régions desservies. Et la diagonale du vide, pour revenir à elle, se caractérise avant tout par une très mauvaise desserte autoroutière et ferroviaire. D'accord. Et d'ailleurs, si on doit continuer là-dedans, hein, c'est d'autant plus intéressant que dans les périodes actuelles, depuis 15-20 ans, où il y a quand même des économies qui sont faites de plus en plus, notamment sur le réseau ferré en France, mais qui sont aussi très sélectifs sur les aménagements autoroutiers français. Ces régions qui étaient déjà peu peuplées, qui ne présentent pas une dynamique de population positive forte, sont les régions les moins investies. Or, si elles sont moins investies, si on y investit moins, on ne va pas attirer non plus de nouvelles populations, et donc on aggrave les inégalités depuis quelques années. Oui, ok. Et c'était pour moi, c'était l'objectif le titre de cet article, c'est-à-dire la diagonale se vide. C'était bien pour insister sur le fait qu'elle continuait de se vider, et à mon sens, c'était important de le dire avec ces mots-là. Ouais, ça, c'est tout à fait ce dont je parlais avec presque ma première question, quoi, quand je faisais la distinction entre les espaces qui sont, disons, en gros vides, et ceux qui se vident, mais justement tout en insistant, en vous proposant d'insister, quoi, sur le fait que ce sont en gros les mêmes, quoi. Oui, en grande partie. Voilà. Alors justement, vous évoquiez aussi par ailleurs tout à l'heure la pertinence de regarder ce qui se passe à différentes échelles, aux échelles des départements. On pourrait commencer par les régions. Maintenant, avec les nouvelles régions françaises, ça devient difficile parce qu'elles sont vraiment gigantesques, quoi. Donc, disons les départements, les cantons, et ensuite les communes, hein, comme vous le faites dans l'article. Et on voit que justement, quand on affine l'analyse, on voit que au niveau local, les dynamiques sont peut-être plus frappantes. Les disparités sont peut-être plus grandes, puisque vous expliquez que si on regarde au niveau des départements, il y en a 1 sur 8, hein, puisque c'est 12,5%, qui ont connu une diminution absolue de leur population depuis 1968. Ça fait 50 ans maintenant. Maintenant, si on affine l'analyse et qu'on regarde au niveau des cantons, c'est 30%, donc c'est presque 1 sur 3, quoi. Oui. Nous, c'est ce qui nous intéressait de descendre comme ça dans les niveaux d'analyse, parce que si on regarde effectivement les départements, on a l'impression que la diagonale reste résiduelle. Et puis, quand on commence à descendre au niveau canton, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore une très grande continuité
On peut pratiquement passer du nord au sud de la France sans jamais traverser, alors il faut choisir son chemin, mais sans jamais traverser un canton dont la population a augmenté entre 68 et 2009. Et puis, troisième niveau, quand on prend les communes, là on peut carrément traverser la France d'un bout à l'autre sans croiser de communes en croissance. Donc moi, ça m'a vraiment posé question. Et puis quand on descend, alors moi je préfère encore le niveau commune. Alors, il est plus compliqué à analyser, mais je trouve qu'il est très intéressant dans le sens où il montre bien les dynamiques à l'œuvre, ce que gomme encore un petit peu les cantons, c'est-à-dire qu'on a bien la plupart des centres urbains, des centres-villes qui se dépeuplent en leur centre, pour repeupler les communes avoisinantes. Et puis après, on a un troisième cercle où ça augmente, mais ça augmente un peu moins vite que la moyenne nationale. Et puis après, on voit qu'au-delà, là, ça se dépeuple. Et autrement dit que la dynamique des campagnes françaises, c'est avant tout la dynamique des villes françaises, à savoir que les campagnes qui se repeuplent sont avant tout les campagnes autour des villes. Donc, pour moi, c'est important de mettre des mots là-dessus, c'est-à-dire de bien dire que, en fait, les espaces ruraux ne doivent en grande partie leur dynamique qu'à la présence des villes, quoi. Parce que ça pose quand même très largement question, je trouve. D'accord. Il y a aussi quelque chose sur lequel vous insistez. Alors, vous avez déjà fait la distinction, je peux peut-être expliquer brièvement, mais entre solde naturel et solde migratoire, enfin, c'est juste le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Et le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre, disons, d'émigrants et le nombre d'immigrants et le nombre d'émigrants. Dans l'article, vous expliquez bien qu'il y a quelques décennies, les départements qui connaissaient des fortes baisses de population, c'était surtout, enfin disons, c'était en partie non négligeable dû au déficit migratoire. Donc il y avait beaucoup de gens qui partaient plutôt vers les villes, et donc ça concernait en particulier la diagonale du vide. Donc des gens qui quittaient, justement, c'était ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'exode rural, quoi, en particulier. Oui. Ce qui est plutôt à l'ordre du jour depuis, enfin, de manière contemporaine, depuis dans les décennies plus récentes, c'est en fait un solde naturel déficitaire dans ces régions-là. Donc il y a peu de naissances. Et il y a plus de décès, quoi. Oui. Alors c'est une distinction qui est importante à faire parce que notamment une partie des gens qui ont cru voir une reprise démographique, enfin des espaces ruraux les plus éloignés, ont oublié de regarder justement la structure de cette reprise démographique, à savoir que elle était due à de la migration, donc c'était toujours pas, c'était pas des naissances, c'était de la migration. Et puis oublier de regarder aussi le profil de ces migrants, parce que si les gens qui arrivent sur un territoire, ils ont entre 20 et 40 ans, il y a de fortes chances qu'ils s'y reproduisent, et donc on augmente les naissances, et donc on amène une dynamique de peuplement positive. Et si les gens qui reviennent dans ces territoires ou qui viennent dans ces territoires sont des gens qui globalement ont plus de 50 ans, la probabilité qu'ils se reproduisent est quasiment nulle, et donc on va avoir un apport de population, mais qui va être le temps que ces gens-là vivent. Or, quand on est sur des migrations de retraite, même si la durée de vie s'allonge en France, en gros, vous prenez votre retraite entre 55 et 65 ans, en France, c'est à peu près les dates à laquelle les gens décrochent de leur travail et donc ont leur migration vers ces espaces. Il vous reste entre 20 et 30 ans à vivre, mais pendant lesquels vous ne ferez de toute façon pas d'enfants. Donc, la reprise de ces territoires, quand il y a reprise, elle est temporaire. Ça, on en est sûr du point de vue démographique. Donc, si vous regardez, plus ou moins, plutôt, si vous regardez pas le profil par âge de vos migrants, vous avez l'impression que la population revient, chouette, sauf que vous oubliez qu'en fait, elle revient pour
pour une durée relativement courte, d'autant plus qu'une partie des gens qui viennent, alors c'est souvent des retours d'ailleurs dans les pays d'origine, hein, c'est-à-dire que voilà, vous quittez la terre de vos parents ou l'endroit où vous êtes né d'ailleurs pour aller en ville, pour aller travailler, puis au moment de la retraite, vous en profitez, vous revenez soit dans la maison de famille, soit dans une maison que vous avez pu acheter parce que justement, notamment dans ces régions-là, des prix moins importants. Mais vous faites ça quand vous avez 60-65 ans, et puis quand vient ce qu'on appelle le grand âge aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de 85 ans, vous devenez dépendant la plupart du temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont venus à une période vont repartir, en gros sous deux angles, hein, soit partir dans des maisons de retraite, soit se rapprocher de leurs enfants. Et on va avoir, alors on a déjà, mais on va avoir de plus en plus des remigrations, c'est-à-dire que les gens sont venus dans ces espaces et puis ils vont en repartir. Alors, ils auront gonflé pendant un moment la population, mais de façon, je ne vais pas dire artificielle, hein, parce qu'ils sont là, et puis, pour le coup, ils consomment aussi sur place, hein, donc ça peut donner des dynamiques économiques, mais qui ne sont pas durables. Pas durables. Et effectivement, quand on regarde quand on fait vraiment un zoom sur la diagonale du vide, on voit bien que certes, il y a eu une dynamique démographique et c'est plutôt positif, mais ça suffit pas. Et faut voir aussi que si le déficit est lié avant tout au solde naturel, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a plus de gens qui arrivent que de gens qui partent, c'est aussi parce qu'il n'y a plus personne pour partir. C'est-à-dire qu'on est arrivé aussi au point où de toute façon il y a beaucoup moins de population active et que donc il n'y a pas de jeunes qui vont partir puisqu'en fait il y a déjà plus de jeunes. Et ça c'est effrayant. D'accord. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Alors une question qui me vient comme ça, je n'avais pas pensé, mais si les retraités ne contribuent pas vraiment à une reprise démographique de ces régions-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils contribuent vraiment à l'augmentation de la population dans les régions dont on a parlé avant, la Méditerranée et c'est pas qu'ils contribuent pas, hein. Ils contribuent bien à une dynamique démographique, mais ils contribuent pas à une dynamique démographique durable. De long terme, ouais. Alors est-ce qu'ils contribuent à une dynamique démographique de long terme en Méditerranée et en Atlantique? J'imagine que non, enfin c'est pour la même raison. Alors on a effectivement les mêmes, on pourrait avoir le même questionnement sur la Méditerranée et l'Atlantique, à la différence que il n'y a pas que des retraités qui partent. Voilà, c'est ça, ouais. On a aussi des actifs, donc ça c'est important, notamment un certain nombre de familles, hein, c'est-à-dire qu'arriver le deuxième ou le troisième enfant en région parisienne, on a un certain nombre de couples qui se disent que finalement, entre vivre avec des salaires qui sont ce qu'ils sont en région parisienne, mais avec un coût de la vie important, et puis vivre avec des salaires qui éventuellement seront un tout petit peu plus bas, mais avec une qualité de vie tellement supérieure, notamment dans le cadre d'une famille avec enfants, hein, c'est-à-dire avec de l'espace, avec un environnement plus agréable, ils font le choix de partir vers ces zones-là. Et l'Atlantique, de ce point de vue-là, attire pas mal. Après, il y a des... alors là, je dois avouer que j'ai pas de chiffres là-dessus, mais on peut envisager aussi que les profils économiques des gens qui vont vers l'Atlantique ou la Méditerranée est éventuellement plus élevé que le profil économique des gens qui vont vers des territoires moins peuplés, quoi. C'est-à-dire que on peut aussi envisager que la dynamique induite, ça je serais intéressé d'ailleurs qu'un économiste se pose la question, mais que la dynamique économique induite par les migrations de retraités soit pas la même en Atlantique et Méditerranée que dans le centre de la France que dans le centre de la France. C'est-à-dire que oui, on peut envisager qu'en plus ces personnes âgées n'aient pas les mêmes moyens et donc n'aient pas les mêmes dépenses et donc n'aient pas besoin du même nombre d'actifs pour répondre à leurs besoins ou envies. Oui, d'accord. Mais du coup, on peut dire formellement, enfin on peut dire, sur un plan formel, que les retraités ne contribuent pas
une augmentation durable de la population non plus sur ces régions littorales. C'est vraiment une question technique, hein, en fait, que je pose là, quoi. Mais... Oui, après, oui, évidemment. Enfin, je veux dire, quand vous avez 65 ans, vous contribuez pas au peuplement d'une région à plus de 20 ou 30 ans. Ça, ouais. Okay. C'est mathématique. Ceci étant, le fait que vous ayez des personnes âgées qui arrivent sur un territoire, ça implique quand même une dynamique démographique autre, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez un afflux de population, et notamment de population qui est en demande de services, vous allez avoir besoin d'actifs pour rendre ces services. Voilà. Donc ça reste positif. Maintenant, il ne faut pas surestimer ces effets-là. D'accord. Ok. Ouais, donc en faisant mes recherches pour cette interview, je suis aussi tombé sur deux autres notions ou idées de géographes ou de démographes qui sont plus vieilles et que je connaissais pas. Il s'agit de la ligne Saint-Malo-Genève et de la ligne Le Havre-Marseille. Ça, c'est des idées plus vieilles. Où il y avait ou au moins de manière, comment dire, sur la carte, quoi. On coupait le pays en deux. Alors la ligne, elle se recoupe dans une large mesure, quoi, hein, ces deux lignes, puisque bon, Saint-Malo et Le Havre sont quand même assez voisins. Alors je pense que Saint-Malo-Genève c'est plus vieux, quoi, mais il s'agissait de couper le pays en deux, enfin au moins en l'étudiant, quoi, comme ça, c'était pas prescriptif, ça se voulait en tout cas descriptif. Et il était dit que le nord et l'est du pays étaient modernes, cultivés, riches, avec un sud et ouest plutôt traditionnel, populaire et plus pauvre. Après, Le Havre-Marseille, c'était un petit peu similaire, quoi, hein, mais là, ça prenait aussi en compte l'industrialisation de la région lyonnaise et de la vallée du Rhône, et du pourtour méditerranéen. Mais en gros, c'était pareil, quoi. On avait un nord et un est industriel, densément peuplé, et avec un sud et ouest rural et agricole et donc moins peuplé. Ouais, donc ça reste quand même, j'imagine, un petit peu valide toujours. Enfin, je sais que c'est vrai qu'en tout cas, quand on regarde les densités de population, on a un grand sud-ouest, enfin disons un gros tiers sud-ouest qui est relativement peu dense. Mais j'imagine que c'est des notions qui ont plus trop cours, quoi, chez les géographes. Mais est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors, je ne suis pas forcément très à l'aise. Alors, je crois que toujours les géographes ont essayé justement de tracer des lignes et de délimiter des blocs, hein, pour pouvoir parler de l'espace. Il faut le mettre en boîte, je pense. Ça aide. Et tracer des frontières, ça aide aussi à penser ces espaces. Il y a en France, objectivement, depuis le 19e siècle, depuis l'industrialisation, des dynamiques industrielles dans le nord de la France, même si aujourd'hui ça contribue à la perte de population de ces espaces, hein, cette désindustrialisation, mais on a au départ effectivement une dynamique industrielle dans le nord, dans l'est, dans les Alpes aussi. On en parle pas beaucoup, mais en fait on a eu, grâce aux forces hydromotrices de l'industrialisation très tôt dans les vallées alpines. Dans la région lyonnaise, sur l'axe rhodanien jusqu'à Marseille, hein, on est dans des zones d'industrie, et puis Paris est évidemment prise là-dedans, qui en grande partie s'oppose à un ouest de la France. Alors, qui s'oppose de deux manières. Il y a à la fois ce développement industriel, et dans le même temps, il y a dans l'ouest de la France une meilleure résistance des systèmes agricoles. C'est-à-dire qu'on a aussi des campagnes qui étaient plus riches et qui résistent mieux à la crise de l'agriculture, si on peut parler. Enfin, oui, je pense qu'on peut pas parler de crise de l'agriculture. Donc il y a ce double fait. Donc ça reste toujours assez pertinent, hein. C'est-à-dire que oui, grossièrement, la désindustrialisation a été moins violente dans l'ouest de la France, puisque l'industrialisation y était moins développée.
Voilà. Et puis, en plus, il était développé avec des modes plus, comme on dit, plus hybrides. On avait notamment de l'industrie en milieu rural, avec beaucoup de pluriactivité, par exemple. Donc, des gens qui travaillaient un petit peu dans le milieu industriel, mais qui travaillaient encore dans le milieu agricole, selon l'année, etc. C'est des choses qui ont été bien étudiées dans la région de Cholet, par exemple. Et donc ça a mieux résisté à la crise, on va dire, là où elle s'est fait plus violemment sentir, typiquement dans le nord de la France, où là ça a été très violent et il n'y a pas eu de reconversion. Enfin, des reconversions qui ont été qui sont encore toujours beaucoup plus compliquées. On en entend encore parler aujourd'hui d'usines qui ferment et d'usines qui mettent sur le carreau 200-300 personnes d'un coup, et des personnes à niveau de qualification, donc qu'on a du mal à renvoyer vers d'autres emplois, et puis surtout dans des régions qui n'ont pas d'autres activités, donc ne peuvent pas rebondir, quoi. Je pense qu'il y a ça. Après, sur les découpages, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. À mon sens, aujourd'hui, même si donc je pense qu'il y a toujours une diagonale qui pose question, finalement, un des enseignements, c'est de l'article, quand on descend dans les échelles, c'est que la dynamique, elle n'est pas tant globale avec des grandes diagonales, même si on retrouve des grandes diagonales, qu'elle n'est locale au niveau des villes et du rôle des villes dans les dynamiques de population, quoi. Alors, il me reste 3 questions qui sont peut-être une manière d'élargir. Alors, selon ce qu'elles vous inspirent, ça peut amener à des discussions assez longues, mais vous me direz, enfin, de toute façon, voilà, on verra ce que ça vous inspire. Vous voyez, ça s'éloigne un petit peu, quoi, du cœur du sujet, quoi, mais enfin, pas tant que ça. Mais enfin, la dernière, si, carrément, parce que c'est ce qui m'a inspiré, le fait que voilà, vous travaillez pour cette grande infrastructure qui cherche à exploiter les données pour les sciences sociales, mais on va y revenir. Pour les 2 autres questions, il y en a une qui est plutôt nature électorale, on va dire, et l'autre qui est en rapport avec l'écologie, donc on va ratisser assez large. Mais alors voilà, donc je faisais mes recherches toujours pour cette interview, et puis j'ai repensé à l'élection présidentielle française, la dernière en date, celle de 2017, et donc on avait vu aussi passer un certain nombre de cartes, et que ce soit au premier et au second tour, si on regarde les scores de Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on voit que Macron est très net gagnant dans la moitié ouest, en gros, sauf la vallée de la Garonne, et que Marine Le Pen fait des forts scores dans le quart nord-est du pays et sur le littoral méditerranéen. Macron avait des scores très élevés, surtout dans les villes, et alors moins dans les campagnes dans la moitié est du pays, mais par contre dans les campagnes il avait des bons scores à l'ouest, donc en Bretagne, dans les Pays de la Loire, dans le Limousin et dans les Pyrénées, en gros, quoi. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et ce qu'on vient de discuter? J'imagine que oui, mais ça doit être assez, voire très compliqué à extriquer, enfin à s'en extraire, quoi. Oui, alors c'est des sujets qui sont largement débattus, qui sont toujours un peu puissants. Il y a une géographie électorale très claire, et effectivement, quand on regarde les résultats du vote Macron et du vote Le Pen, on a l'impression qu'on a une opposition entre un Ouest qui serait de nature plus tempérée, et puis un Nord et un Est qui serait plus tourné vers les extrêmes. Il y a plusieurs éléments d'explication. Alors d'abord, il y a un point que vous avez souligné qui est important. Il y a effectivement un vote des villes, et notamment des centres-villes, qui sont un peu les gagnants des changements économiques, et ou du moins qui sont en partie peuplés par des gens qui vivent plutôt bien les changements économiques, on va dire, et donc qui seraient plutôt amenés à voter pour des partis centristes.
À l'inverse, le vote de Marine Le Pen, on peut l'envisager. Alors, il y a plusieurs manières de l'envisager, hein, mais une des manières intéressantes de l'envisager, c'est comme un vote de peur, qui est celui de populations qui se sentent menacées. Alors, les discours tenus par Le Pen sur l'immigration, etc., rentrent en écho avec ces populations qui se sentent menacées. Et puis, voilà, on trouve le bouc émissaire de l'immigré qui viendrait soit prendre le travail, soit prendre les ressources, en tout cas, qui nous amènerait ce changement que nous, on vit mal ou qui nous inquiète. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que une bonne partie des gens qui votent Le Pen sont des gens qui ne vivent pas forcément ce que les sociologues appellent le déclassement, mais alors soit ils vivent le déclassement, c'est-à-dire qu'ils ont des situations qui sont moins bonnes que celles de leurs parents, soit souvent en fait c'est la peur de ce déclassement qui enseigne le vote. C'est-à-dire que si on regarde objectivement les faits, mieux que ne vivaient leurs parents et mieux que ne vivaient leurs grands-parents, mais il y a cette inquiétude, ce que les sociologues appellent cette peur du déclassement, c'est-à-dire cette inquiétude du fait que les choses vont changer en pire par la suite, et Marine Le Pen tient le discours qui va dans ce sens-là. Et là, typiquement, hein, on voit le pourtour méditerranéen. Si on regarde la population de ce pourtour méditerranéen au début du siècle et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et même donc ça, hein, je veux dire, c'est l'afflux j'allais dire réfugiés, mais c'est pas le terme, des rapatriés d'Algérie. Ah oui, d'accord. Dans les années 60, enfin en 62 en gros, ça a impliqué des changements très très brutaux et très rapides des paysages géographiques, mais des paysages sociaux aussi tout autour de la Méditerranée. Et c'est évident que ça a beaucoup déstabilisé les populations locales, mais qu'au-delà de ça, parce que ça suffirait pas à expliquer le vote. Enfin, c'est pas forcément les Provençaux qui votent FN parce qu'ils ont connu des changements, mais en fait, il y a dans ces populations une crainte du changement parce qu'on sait que les changements ont été violents et que l'urbanisation, par exemple, a été très très rapide et voilà, donc on a des explications de ce type-là. On retrouve la même chose dans le nord de la France, hein, avec la crise économique où on perd ses repères. Alors là, pour le coup, dans le nord de la France, avec éventuellement du déclassement, hein, ou en tout cas une absence de perspective et des obligations de mobilité aussi. C'est-à-dire que les enfants sont obligés de partir pour trouver du travail ailleurs, et ça, c'est très mal vécu. Et ça amène un vote de rejet très fort. Et j'aurais tendance à dire que si on regarde effectivement la carte de Macron, c'est avant tout finalement une espèce de carte de la France qui bouge pas, quoi. Ce qui est un petit peu antithétique de son discours, mais c'est la France de Macron au premier tour, c'est pas la France qui bouge, c'est au contraire une France bien posée, bien installée et qui de fait a certainement moins peur du changement puisqu'elle n'a pas vécu en fait autant de changements que la France qui appelle Marine Le Pen, quoi. Ouais, elle a peut-être vécu avec plus de bonheur, avec plus de, disons, oui. Ouais, enfin, quand on regarde hein, typiquement les régions, enfin, c'est une grande partie de la diagonale du vide ne vote pas Le Pen. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans des territoires qui se dépeuplent, et de fait, c'est un peu des territoires où rien ne bouge, quoi. Enfin, où on continue sur cette lente descente, et de fait, il y a pas d'affolement. Alors, il n'y a pas d'immigrés non plus, hein, pour le coup, mais voilà, c'est alors que effectivement, on retrouve dans d'autres zones qui sont en fort mouvement, et on voit s'installer, notamment, effectivement, vous l'avez noté, autour de la Garonne et de la Gironde même, qui sont des zones au départ plutôt tolérantes, enfin, et assez posées, une montée de l'extrême droite qui était pas dans la culture politique locale.
mais qui sont aussi celles qui vivent actuellement de plein fouet des changements, qui ne sont pas forcément négatifs, hein, mais des afflux de population extérieure, et pas forcément des immigrés étrangers, hein, c'est aussi ces populations des autres régions qui viennent dans cette région-là, qui vont de facto faire augmenter le prix du foncier, donc exclure de la propriété une partie des gens qui sont nés dans ces régions-là. Je pense que ça, c'est pas négligeable non plus, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se sent dépossédé, et on se sent pas forcément dépossédé par des Sénégalais ou des Marocains, hein, je veux dire, et là, objectivement, je veux dire, c'est pas cette migration-là qui va faire augmenter les loyers et le prix du foncier. C'est objectivement d'autres Français venus d'autres régions mais avec des moyens supérieurs. Ok. Donc c'est lié, enfin je pense que ces dynamiques politiques, elles sont liées aussi à des dynamiques démographiques, en partie du moins. Bien sûr. Ok. Ouais, c'est déjà, je sais, hein, que c'est une question difficile et controversée, pas seulement chez les éditorialistes et les faux experts, mais aussi chez les universitaires. Donc voilà, je pousse pas plus là-dessus. Voilà, je voulais aussi poser la question parce que j'ai remarqué plus d'ailleurs pendant l'interview que dans l'article que vous utilisez un langage assez, comment dire, disons inquiet par rapport à ces zones qui se vident. Oui. Et bon, c'est quelque chose qui est répandu, hein. Je fais les géographes, les démographes, quoi. C'est souvent considéré au moins à première vue, quoi, comme négatif, qu'il y ait des régions qui perdent de la population comme ça de manière enfin disons continue, quoi. Mais est-ce que finalement c'est forcément une si mauvaise chose, notamment pour l'environnement et la nature, si l'impact humain se retrouve concentré dans des zones restreintes? Ça peut être une bonne chose, notamment il peut y avoir de la reforestation, peut-être un regain de biodiversité, etc. Enfin, en tout cas, la reforestation, c'est quelque chose qui est observé dans les pays qui sont déjà industrialisés depuis longtemps, où il y a des concentrations maintenant très très grandes de population dans les villes et un exode rural qui existe depuis longtemps. Est-ce que finalement c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce qui explique Enfin, disons, ouais. Enfin, je pense que la question est claire finalement déjà. Oui. La question est assez claire. Alors, le truc, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas une seule réponse. Si on regarde du point de vue de l'écologie, on peut se dire qu'effectivement, si l'homme se retire d'un certain nombre de milieux, ces milieux vont retourner vers un peu plus de naturalité, si on peut dire ça comme ça, de sauvagerie, si on veut utiliser un autre terme, avec le retour d'espèces qui, de toute façon, vont profiter du recul de l'homme. Typiquement, hein, le loup en France est revenu par la frontière italienne dans des zones qui sont marquées en partie, pas uniquement, mais en partie par des peuplements, voilà, par des zones de moindre peuplement, de plus faible densité. Le nord des Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes sont des zones très peu denses, hein, dès le départ, et où la dynamique démographique n'a pas été forcée. Enfin, alors là, au niveau cantonal, c'est pas évident. Au niveau des communes, c'est beaucoup plus flagrant. On a des espaces qui étaient déjà pas beaucoup peuplés et qui continuent de se dépeupler. Donc le loup en profite, et effectivement on a une fermeture ce qu'on appelle une fermeture des paysages, c'est-à-dire un certain nombre de prairies qui étaient utilisées pour l'élevage qui sont abandonnées, et donc où la forêt reprend ses droits, et donc des territoires qui permettent aux loups de circuler de mieux en mieux. Donc on pourrait dire que du point de vue de la biodiversité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, et puis concentrer la population. Alors, par contre, concentrer la population en ville, c'est une autre question, parce que est-ce qu'on fait des économies environnementales en agrégeant les gens?
ça c'est pas forcément évident. Voilà, est-ce qu'on n'augmente pas aussi beaucoup plus fort la pollution quand on concentre des gens sur un même espace? Et là, ça pose d'autres questions. C'est-à-dire que du point de vue de l'écologie, oui, peut-être. Du point de vue des humains, qui est moi celle qui prime avant tout, tout en étant un écologiste convaincu. Voilà, si on doit gagner de la biodiversité au détriment de la santé respiratoire des habitants, est-ce que c'est vraiment un gain, quoi? Est-ce que je ne suis pas pour une écologie qui prônerait la disparition de l'espèce humaine, quoi. Donc ça, c'est quand même une vraie question. Okay. Et puis, de l'autre côté, ce qu'il ne faut pas négliger, et pourquoi j'en parle, c'est évident que dans l'article, on a une position beaucoup plus contenue, que j'ai un discours beaucoup plus alarmiste, ou du moins un petit peu plus effrayé. Alors, c'est deux raisons. C'est d'abord parce que, étant moi-même des Deux-Sèvres, originaire des Deux-Sèvres, je suis très sensible à ces questions rurales. Et mon collègue Johan Doignon, lui, a un discours beaucoup plus posé, beaucoup plus factuel, et voilà. Donc quand on écrit à deux, les écrits sont toujours beaucoup plus posés que si on me laisse faire tout seul. Après, il y a, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Quand il y a dépeuplement, il y a aussi retrait des services publics. Il y a fermeture des hôpitaux. Et une des caractéristiques de cette diagonale du vide, et c'est pour ça que je veux l'appeler diagonale du vide et que je veux alerter en partie les gens, c'est que ce sont des personnes plutôt âgées, plutôt des personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément privilégiées du point de vue économique, et qui se retrouvent en trop petit nombre, un, pour avoir un poids politique, deux, pour avoir une rentabilité économique. Donc, suppression des maternités, on en parle régulièrement, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la suppression d'une maternité? Ça veut dire d'une part effectivement que des femmes qui vont devoir accoucher vont devoir faire plus d'1 heure de voiture. Donc ça veut dire aussi perte de la qualité du soin et du suivi, ça c'est des choses qui ne sont pas négligeables. Puis ça veut dire aussi à terme que quand vous allez faire des enfants, vous n'allez plus aller les faire là. Et qu'au moment où vous allez passer sur la période de votre vie où vous vous dites on va faire des enfants, vous risquez de vous dire est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour les faire, est-ce que je ne dois pas me déplacer, et donc contribuer d'autant plus à cette dépopulation. Alors, on peut considérer que c'est une phase et que quand ce sera vide, de toute façon la question ne se posera plus. Mais moi, mon discours, il est de dire attention, il y a encore des gens. Certes, je estime dans l'article en gros que c'est un peu plus de 2 millions de personnes. Qu'est-ce que c'est que 2 personnes sur les 60 millions de Français? J'ai quand même tendance à dire ça reste 2 millions de personnes. Et 2 millions de personnes qui n'ont pas forcément le plus de ressources. Soit pour des questions économiques, soit pour des questions de mobilité. Et donc, moi, ça me paraît important de rappeler ça, quoi. Ok. Voilà, alors la dernière question concerne l'usage des données. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de big data dans votre cas, mais vous allez me répondre. En tout cas, j'ai lu il y a quelques semaines, quelques mois presque, l'ouvrage récent de Pablo Jensen. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Alors, pas le récent, non, mais je connais le discours de Pablo Jensen. Ouais, il a publié... j'oublie le nom maintenant, il faut que je le trouve. Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation? C'est un peu la honte d'oublier, parce qu'en plus je l'ai interviewé à ce sujet il y a 2 semaines encore. Voilà, donc j'ai lu ce livre, et dans lequel il est pas très emballé en fait par les perspectives pour les sciences sociales apportées par l'usage de ces immenses bases de données, le big data entre autres. Voilà, pour diverses raisons. Il y a des raisons scientifiques, il y a aussi, il semblerait, des raisons normatives, si j'ai bien compris, puisque disons qu'il a un petit peu, entre guillemets, peur, enfin, c'est pas forcément la meilleure manière de le dire, mais disons qu'il est méfiant vis-à-vis des approches centralisées, disons, d'une administration qui s'appuierait sur des données concernant la population et qui prendrait les décisions d'en haut comme ça. Enfin, je crois que c'était à peu près ça l'idée.
Donc voilà, je sais pas si ça vous inspire grand-chose, parce que bon, si vous l'avez pas lu, c'est peut-être un petit peu sommaire Non, la mais manière dont je viens de le décrire, mais c'est des débats qui dépassent largement Plabo-Jensen. Je suis très ouais, heureux d'ailleurs qu'un physicien vienne un ouais. petit peu mettre l'accent, enfin mettre la lumière sur les sciences sociales. Mhm, Je suis un peu triste qu'il faille que ce soit un physicien qu'en parle pour que les médias s'y intéressent, parce qu'on est aussi dans cette perspective-là, hein, c'est-à-dire que son discours n'est pas forcément très neuf par rapport au discours qui peut être tenu en sciences sociales. okay. Mais voilà, il y a plusieurs éléments. Il y a l'aspect big data, savoir et la définition qu'on en fait. Donc, on va dire que les big data dans ce cadre-là, ce serait toutes les données massives, très hétérogènes de nature. Ça, important, fourni notamment par tous les traceurs qui existent aujourd'hui depuis les analyses Google, Facebook, mais aussi les données GPS, etc. Alors, on a effectivement aujourd'hui pléthore de données qui apparaissent, donc vraiment les big data à proprement parler, et qui se caractérisent aussi par leur absence de structure. Donc, on va rentrer dans le truc très technique, mais en gros, on a beaucoup de données, mais elles sont pas très structurées, voire elles sont pas structurées du tout, mais elles nous disent des choses. Le problème, c'est que les choses qu'elles nous disent, c'est des choses qu'on savait déjà parce que elles viennent réappuyer sur des éléments connus, mais en grande masse. Alors, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant parce que notamment, elles peuvent aussi nous permettre de voir des choses qui n'étaient pas forcément perçues auparavant parce qu'on a aussi énormément de traces et de traces très précises, donc on peut voir des choses. Ça, c'est un premier aspect. Donc, oui, il y a des questions à se poser. À mon sens, le plus grand problème, c'est pas tant la donnée que le fait que ces données ne sont de fait pas traitables par des gens des sciences sociales et que les gens qui s'en emparent sont avant tout des informaticiens, des matheux qui n'ont pas la culture des sciences sociales et qui vont donc, dans le meilleur des cas, dire des évidences à partir de ces données, et puis dans le pire des cas, aller jusqu'à faire des contresens et ne pas voir les biais que contiennent par construction ces données. Alors ça me fait faire le lien vers la très grande infrastructure de recherche Progedo, qui s'appelle Projet Production et Gestion des données, où nous, on n'est pas dans le big data, parce qu'à mon sens, le big data, c'est vraiment, c'est des données très spécifiques avec des traitements nécessaires très spécifiques. Notamment, la statistique classique ne peut pas s'appliquer au big data parce que les chiffres sont trop importants et qu'en fait tout devient significatif, même ce qui n'a pas de sens. C'est une des caractéristiques des big data. Nous, on travaille au contraire sur des données qui sont très structurées. C'est plutôt ça l'enjeu. Et on a un enjeu. Donc notre leitmotiv, c'est développer la culture des données, c'est ce que je vous disais en introduction. Ouais. Et développer la culture des données, ça passe par deux éléments à mon sens. Donner aux chercheurs et aux jeunes chercheurs et aux étudiants, parce que c'est à ce moment-là que ça commence, une culture de la donnée. C'est-à-dire ne pas laisser le terrain complètement vierge à des disciplines de sciences qu'on appelle généralement dures, c'est-à-dire réapprendre à maîtriser la donnée, et notamment dans son traitement, puisque du point de vue, on va dire épistémologique, on se défend pas mal et on sait ce que c'est qu'une donnée et on sait tenir un discours dessus, il faut aussi savoir la manipuler, ça me semble important, ça c'est une première dimension. Et puis la deuxième dimension, c'est produire la donnée qu'on veut, parce que les big data, c'est avant tout de la donnée qu'on ne veut pas, c'est-à-dire, enfin qu'on n'a pas voulu plus exactement, c'est-à-dire qu'elle nous est fournie, généralement fournie par des acteurs privés, dans des conditions dont on ne connaît pas la réelle qualité de production. Et ce qui va être pertinent pour la société, c'est au contraire des enquêtes qui vont être très structurées, qui vont être construites à partir d'échantillons raisonnés, qui vont répondre à des questions qui elles-mêmes auront été pensées par des chercheurs et dont on connaît de fait beaucoup mieux les biais de réponse. Et l'enjeu, il est plutôt justement de développer des connaissances à partir de ces enquêtes. Et donc on travaille à différentes échelles. Il y a une échelle européenne, la TGIR Progedo représente la France dans un certain nombre de grandes enquêtes européennes sur les opinions et valeurs, par exemple, sur les changements sociaux, sur le vieillissement et les retraites. On a comme ça des grandes enquêtes européennes dont le versant français est confié en partie à Progedo et à ses partenaires.
Et puis, développer aussi la diffusion d'enquêtes produites en France. On a un certain nombre d'enquêtes qui sont produites par des laboratoires et des chercheurs en France. Et nous, ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est à rendre ces enquêtes disponibles pour d'autres chercheurs, de manière à ce qu'on ne multiplie pas la construction des enquêtes, mais qu'on exploite au maximum les enquêtes existantes. Ce qu'aura aussi un avantage, c'est-à-dire d'avoir des discours qui ne seront pas forcément toujours convergents, mais en tout cas des discours en dialogue à partir de données communes et qui sont des données dont on peut éprouver la qualité. Et ça, je pense que l'avenir des 10-20 prochaines années, il est là, à savoir qu'on aura d'un côté les big data qui vont déverser des données en somme massive, mais qui n'ont pas beaucoup de sens parce qu'elles sont des mesures, on va dire, non problématisées des phénomènes. Et puis de l'autre côté, on va avoir au contraire besoin de données de données qui sont issues d'enquêtes qui elles sont problématisées dès le départ. C'est-à-dire, on se pose une question et on va construire les éléments qui nous permettent d'y répondre proprement. Je dirais que c'est pour moi toute la différence entre les données GPS fournies par les données de déplacement fournies par la téléphonie mobile, qui va vous donner une idée de la mobilité des individus en France. Et puis d'un côté, les enquêtes ménage-déplacement, qui là sont des enquêtes auprès des individus sur leurs déplacements au cours d'une journée, où là on va avoir les motifs, et qui sont les motifs déclarés par les individus, donc on a bien si vous voulez, on est au plus près de la source. Je ne crois pas que les infos de mobilité données par la téléphonie mobile, par exemple, soient de mauvaise qualité, mais elles ne donnent qu'un aperçu des déplacements. Vous n'avez pas forcément le profil socio-économique de la personne. L'exemple qu'on donne toujours, j'ai une fille qui a 12 ans qui a un téléphone, son téléphone est à mon nom, donc l'opérateur ne sait pas si c'est elle ou si c'est moi qui se déplace. Donc la qualité, elle est quand même assez médiocre. Par contre, quand vous faites une enquête ménage-déplacement, vous savez à qui vous avez affaire, vous avez les caractéristiques sociales que l'individu déclare, et puis vous avez les mobilités que l'individu déclare. Donc on est beaucoup plus riche sur une enquête ménage-déplacement, mais sur moins d'individus. Et puis de l'autre côté, on a les big data qui vont être beaucoup moins riches, mais alors par contre sur quasiment la totalité des individus. Donc je pense qu'on va plutôt avoir un dialogue. Et on aura toujours besoin, et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'elles disparaissent et qu'on promeut leur usage, on aura toujours besoin justement de ces enquêtes, alors, qui sont quantitatives mais qui sont de qualité, pour compléter et pour servir de base à la compréhension des données issues du big data. Ok, d'accord. C'est une réponse très claire. Merci. À ma dernière question. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose avant de conclure? Écoutez, non, si ce n'est qu'effectivement, pour les auditeurs, vous avez dit que j'avais commencé par l'Inde, donc effectivement, j'ai commencé, moi, par exploiter le recensement indien. Je vais remettre un petit peu là-dedans. J'ai commencé par exploiter le recensement indien qui est finalement utilisé alors qu'il est d'une grande richesse. Je me suis réorienté après pour des raisons, notamment parce que j'étais à l'université d'Aix-Marseille, il y avait des dynamiques autour de la Méditerranée. Je me suis réorienté vers la Méditerranée pour finalement m'intéresser à la France, tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y avait un vide, ce que je disais en début d'entretien, il y avait un vide sur les approches quantitatives des populations à l'échelle française. Et c'est ce qui m'a amené donc à la direction de Projet d'eau où j'ai été nommé cet été. De façon logique. Donc il y a une grande cohérence pour moi dans l'ensemble de ces projets, c'est exploitons les données en sciences sociales qui sont disponibles avant d'aller voir ailleurs. On a une grande richesse, et elle est en partie sous-exploitée, même si globalement on a quand même beaucoup de chercheurs qui se penchent dessus. D'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup encore une fois, Sébastien. C'est moi qui vous remercie. Et bonne soirée et puis à la prochaine. Oui, bonne soirée à vous aussi, au revoir. Au revoir.